Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence débat autour du marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon. Je suis Simon Chapuis, directeur régional chez Adéquation. Adéquation observe et étudie les marchés résidentiels partout en France pour aider les acteurs du foncier, de l'aménagement et de l'immobilier à y développer leurs meilleurs projets et stratégies. Avec moi aujourd'hui Clémence Perrault, experte des marchés occitans. Bonjour à tous, Clémence Perrault, effectivement je travaille à l'agence Adéquation à Montpellier, référente du territoire Occitanie, et j'interviens pour tous les acteurs de l'immobilier, donc promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités, aménageurs, dans l'accompagnement de leurs projets. Nous tenons à remercier l'équipe ici présente, sans qui nous ne serons rien, bien sûr. Sans plus tarder, l'objectif donc de cette conférence d'une heure est de vous présenter un bilan chiffré de l'activité donc au niveau national, puis décliné au niveau régional en Languedoc-Roussillon, à travers donc trois grandes parties. Donc la première qui sera les grands enseignements de l'année 2021, donc au niveau national. La déclinaison en local sous l'angle thématique, les marchés secondaires sont-ils relais de croissance d'une métropole au ralenti pour 2021 ? Clémence nous apportera son éclairage à ce sujet. Enfin, en troisième partie, nous vous présenterons des perspectives pour 2022 sur le marché du LR. Observera-t-on une poursuite des dynamiques de la dynamique actuelle ou alors aurons-nous de nouvelles tendances ? Sans plus tarder, je vous propose de commencer les hostilités avec cette première analyse qui présente donc les grands chiffres clés de l'évolution de l'activité en promotion immobilière au niveau national, selon différents indicateurs qui apparaissent à gauche de l'écran, donc les mises en vente, le nombre de logements mis en vente bien sûr, les ventes au détail, les ventes en bloc, les ventes totales, naturellement, le stock disponible, ainsi que la part de vente à investisseurs. Donc, pour recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé les années précédentes, rappelons-nous qu'en 2019, nous avons observé l'entame d'un cycle baissier du fait de la conjonction de deux événements. Donc le premier, c'était le fort ralentissement des autorisations de permis de construire au niveau national, doublé à la surconsommation foncière liée au dynamisme des années précédentes sur les marchés. Donc il y avait plus de foncier et peu d'autorisations de permis de construire. À la suite de cela, en 2020, cette crise de l'offre a été aggravée par la crise sanitaire, mais aussi par l'approche des élections municipales qui ont pour effet de stopper complètement l'obtention des permis de construire. Alors, que s'est-il passé en 2021 ? 2021, donc concernant les mises en vente, nous avons une progression de 21% des mises en vente, passant de 85 000 environ en 2020 à plus de 100 000 en 2021. Donc c'est correct. Maintenant, l'année 2020 est peu référente, hein. On était vraiment sur un point bas. Donc c'est pour ça qu'on évoque la notion de reprise nuancée, puisqu'on reste tout de même à 15 000 logements de moins qu'en 2019, année qui elle-même avait connu une première baisse des mises en vente. Si l'on regarde les ventes à présent, donc on rentrera plus tard dans le détail, vente en bloc, vente au détail, les ventes au détail ont progressé à l'échelle nationale de 15%. Donc là aussi, score honorable. Si l'on regarde et si l'on compare par rapport à cette année 2020, en revanche, on est largement en deçà les volumes développés en 2019. Donc on est sur un constat, on va dire, mitigé. Les ventes en bloc se stabilisent sur un niveau haut depuis 2020. On l'a évoqué l'année dernière, le marché évolue et les ventes en bloc sont aujourd'hui plus prépondérantes dans le marché. Donc au total, on est sur une progression des ventes de plus 9% en 2021 par rapport à 2020. Fait majeur et alarmant, j'ai envie de dire, se porte sur le stock disponible
qui véritablement se réduit comme peau de chagrin à moins de 90 000 logements en 2021. Donc on est vraiment sur une tension de l'offre plus qu'importante et sur des marchés largement sous-offreurs, voire en situation de pénurie dans la plupart des grandes métropoles, puisque cela représente environ 8 à 10 mois de vente théorique, ce qui est très peu. Pour finir, la part de vente à investisseurs réduit de 3 points par rapport à 2019. Donc on observe là cette tendance de perte, de légère perte de l'investissement locatif dans l'activité. J'ajouterai simplement une petite précision technique. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on se dit, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions que vous trouverez sur la plateforme. Et on tâchera d'y répondre lors de temps d'échange qui seront à la fin de chaque partie. Vous verrez, il y aura tout simplement écrit temps d'échange en gros, et à ce moment-là, on prendra vos questions. Merci Clémence pour ce rappel, puisque j'avais complètement oublié d'en parler. Donc on enchaîne sur, cette fois-ci, la décomposition des ventes en promotion immobilière adressée par les opérateurs. Donc il ne s'agit pas de construction neuve, mais bien de ventes réalisées par les promoteurs. Décomposé donc entre la vente au détail, les ventes en bloc et le segment de la résidence-service. Donc on voit déjà une première chose, on constate qu'entre 2017 et 2019, là aussi pour recontextualiser, nous étions vraiment sur un pic haut et sur des volumes optimaux autour de 190 000 ventes annuelles sur le marché métropolitain. On observe la baisse en 2020 et le rééquilibrage au profit de la vente en bloc, donc lié au plan notamment de 40 000 logements par CDC Habitat et à la revente des promoteurs d'une partie de leur stock à cet opérateur ou à ces opérateurs-là. Qu'observe-t-on en 2019? Donc dans les grandes lignes, on observe une reprise, on l'a évoqué tout à l'heure, des ventes au détail de plus 15%, donc légèrement à la faveur des propriétaires occupants. On reste tout de même sur des volumes largement en deçà de ce qu'on a pu constater entre 2017 et 2019. Pardon. Les investisseurs perdent un petit peu de poids dans la proportion, dans les ventes au détail. Là aussi, il semble compliqué de retrouver les niveaux d'époque et je pense que c'est le sens de l'histoire. On a perdu 15 000 logements auprès de ces investisseurs particuliers, on parle des investisseurs Pinel ici. Il semble difficile de les retrouver à court et moyen terme. Les ventes en bloc à destination de locatifs libres, donc là ce segment-là fait partie des segments qui émergent depuis 2020. Quand autrefois on faisait 2000 à 3000 ventes en bloc sur ce segment-là, on voit que le développement de cette offre par les bailleurs publics notamment progresse fortement et j'ai même envie de dire aidé par l'État qui manifestement privilégie peut-être le développement d'une offre en locatif libre gérée par ces grands institutionnels et segment qui pourrait être complété dès l'année prochaine par les investisseurs institutionnels. Si l'on regarde le LLI a fortement progressé ces dernières années, ça on le sait. Là aussi, les 15 000 logements vendus aux investisseurs Pinel en moins, donc qui ne sont pas portés au crédit des investisseurs Pinel, finalement, on retrouve exactement le même volume développé en logement locatif intermédiaire. Donc on fait le parallèle, puisqu'il s'agit du même segment, finalement, on parle de logement locatif intermédiaire. Encore faut-il rappeler que le Pinel est plafonné dans ses loyers, donc on parle bien d'un logement locatif intermédiaire. C'est progressivement, en fait, ce segment-là se développe au détriment de la vente à investisseurs Pinel. Le locatif social, alors les promoteurs portent à 50% environ la construction de logements locatifs sociaux, donc leur part est en forte baisse puisque leurs destins sont étroitement liés, donc baisse d'activité en promotion immobilière équivaut à baisse d'activité ou baisse de production de logements locatifs sociaux.
Puis le segment de la résidence service. Oui, peut-être un petit point sur un petit focus sur la résidence-service. On le sait, c'est un segment qui prend de plus en plus d'importance. On l'a vu, là, on le voit bien en remontant jusqu'à 2017. La part ici, elle est légèrement inférieure en 2021 qu'en 2020. 2020, encore une fois, a été une année très particulière et il y a eu un effet quand même un petit peu de report sur ce segment-là, par rapport au reste des logements dits ordinaires sur lesquels on avait un peu plus de mal à sortir des projets, hein. Donc il y a cet effet de report, mais de toute manière, il y a cette tendance de fond qui se dessine. Ici, en 2021, on voit qu'il y a à peu près 10 000 logements qui sont produits. Alors, petit point de détail, hein, ici, c'est vraiment les logements produits, portés par la promotion immobilière. Ça ne prend pas en compte l'ensemble des opérateurs qui produisent de la résidence service, hein. Puisque sinon on serait plutôt sur un volume d'environ 30 000 logements, hein. Donc il faut bien avoir ça en tête dans les volumes, 30 000 environ en 2021 mis en chantier. Ici, donc, on se concentre sur la promotion immobilière. On sait que c'est de toute façon un segment qui va s'inscrire dans une tendance de fond qui évolue, où il y a des innovations, hein, mais qui répond à la demande de publics un peu spécifiques et sur lesquels les modes d'habiter peuvent changer. Les demandes sont un peu différentes, donc les jeunes, les seniors, etc. Et donc, sur ce segment, en co-living, en résidence gérée, etc., la part se confirme, la tendance se confirme et devrait a priori effectivement se poursuivre. Elle devrait durer, oui, c'est véritablement, j'ai envie de dire, l'avenir en fait de l'immobilier peut-être, en tous les cas, cette relation au bâtiment qui est le service est une tendance de fond, et donc ce type de résidence-service, on va dire, ne fera que progresser à l'avenir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je vois qu'il n'y en a aucune pour le moment, donc je vous propose de continuer et de dérouler avec la désormais traditionnelle carte météo des marchés immobiliers du neuf. Sur cette carte, nous avons privilégié une comparaison de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, pour la raison évoquée tout à l'heure, à savoir que l'année 2020 reste peu référente. Les chiffres sont d'autant plus parlants lorsqu'on les compare à une année, on va dire, à peu près normale. Donc, au niveau national, les mises en vente ont régressé de 13% par rapport à 2019, avec la plupart des métropoles en très grande difficulté. Donc, si on regarde Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, on est sur du moins 40 à moins 45% de mise en vente par rapport à une année 2019 qui, encore une fois, elle-même était déjà légèrement baissière. Lyon Métropole tire son épingle du jeu, ainsi que Strasbourg. Voilà. Quant à la région parisienne, le constat est aussi en demi-teinte, puisque les volumes y sont en nette baisse de près de 20%. Regardons à présent les ventes au détail, donc qui sont fatalement la conséquence du renouvellement de l'offre, hein. Pas d'offres nouvelles sur les marchés, mécaniquement il est difficile de faire des ventes. Donc les ventes au détail sont en régression de 20% par rapport à 2019. On retrouve là pour partie les mêmes métropoles en difficulté, donc celles qui apparaissent avec un orage, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse notamment, et l'Île-de-France avec moins 41% de ventes, donc c'est assez spectaculaire. On pourra évoquer la perte on va dire de poids de la région Île-de-France dans le marché français. Je peux l'évoquer tout de suite d'ailleurs. Nous étions sur une proportion de 30% des ventes au niveau national. Donc le marché leader de l'Île-de-France représentait 30% des ventes. Aujourd'hui, il ne représente que 20% des ventes, au détriment d'autres territoires. D'autres métropoles ont vu leurs ventes progresser, donc alors cela reste assez rare. Elles n'ont d'ailleurs pas progressé, c'est Aix-Marseille qui limite la casse. Tandis que les régressions sont plus modérées à Montpellier,
ainsi qu'à Lyon ou encore Strasbourg, ainsi que le littoral de la Côte d'Azur. Si l'on regarde à présent les prix ont, c'est pas une nouvelle, ont progressé relativement fortement depuis 2 ans. Donc ils ont pris 4% depuis 2020 et 8% depuis 2019 pour atteindre un prix moyen à près de 5 000 €, stationnement inclus à l'échelle de la France métropolitaine. On a même largement dépassé ce seuil psychologique au mois de décembre 2021. Les prix ont fortement progressé à Montpellier, donc un marché qui vous concerne, mais aussi à Marseille, à Lyon, qui a la palme de la progression avec plus 15%, c'est assez impressionnant, ainsi qu'à Rennes et Strasbourg. Je vous propose de poser vos questions. Alors, j'ai pas de questions, je sais pas, la régie, non, pas de questions. Bon, j'en déduis que c'était clair. J'ai une question. Raphaël, bonjour. Y a-t-il eu plus de ventes dans les petites et moyennes agglomérations? Merci. Très bonne question. Très bonne question. On peut évoquer cette question de rééquilibrage des marchés au profit de zones périurbaines, de villes moyennes ou de zones rurales, si je comprends bien la question. Alors, dans les faits et dans les résultats de l'année 2021, oui, puisque de mémoire, les zones B2 et C, donc qui correspondent aux agglomérations de moins de 250 000 habitants, on y voit que les ventes ont progressé dans des proportions plus importantes que la moyenne nationale, donc à plus 35% environ. Je le disais tout à l'heure, l'Île-de-France représentait 30% en 2019, elle ne représente plus que 20% aujourd'hui, donc perd 10 points de part de marché. La tendance sur les grandes métropoles évoquées, que vous avez pu voir à l'écran, elle est relativement stable, autour de 25%. Si l'on regarde globalement les marchés de B1, intégrant ces grandes métropoles, on est là aussi autour de 35-40% du marché. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le zonage B2 et C, la part du zonage B2 et C est en progression. Alors, est-ce lié à un rééquilibrage, disons, des territoires? Est-ce lié finalement à la stratégie des opérateurs qui consiste à aller défricher un petit peu des villes où ils n'allaient pas jusqu'à présent? Je pense que oui. Ou commence-t-on à observer une tendance de fond liée donc, au Covid, au télétravail, une tendance de fond qui pourrait nous amener à peut-être quitter certaines grandes métropoles pour aller acheter un logement neuf ailleurs? Effectivement, là, les constats qu'on pose, on peut évoquer tous ces facteurs-là qui vont se croiser et qu'il faudra qu'on vérifie dans le temps entre des métropoles qui sont un petit peu à l'arrêt dans la proposition de logement qu'elles peuvent faire. Donc nécessairement, une moindre offre avec des prix qui augmentent à ce point-là, on l'a vu. Nécessairement, on va avoir aussi des habitants, des acquéreurs qui vont s'éloigner progressivement sur des premières, deuxième, troisième couronnes, avec donc d'autres zonages Pinel. Et on a cette appétence qui se confirme avec du coup des opérateurs, vous pourrez en témoigner, qui répondent à cette demande là où il y a et des opportunités, c'est-à-dire du foncier disponible, oui, c'est ça. Et effectivement des acquéreurs qui répondent présents. Donc ça se traduit effectivement à voir si c'est effectivement un rééquilibrage, une tendance de fond qui se dessine, ou si finalement on retrouverait un petit retour à la normale dans les années à venir. Oui, c'est un peu tôt pour le dire. Comment dire, ces territoires-là ont été relativement... Donc, je parle des marchés B2 et C, si on évoque ces secteurs, on va dire, de villes moyennes. Ces territoires-là ont été peu investis en promotion immobilière jusqu'alors. Donc, il paraît normal que, par effet de rattrapage, l'alimentation de ces marchés-là trouve une réponse et une appétence en fait, des acquéreurs. Donc, oui, il y a eu en progression plus de ventes sur ces secteurs-là. Après, à voir lorsque nous aurons et nous profiterons d'une libération des fonciers en grande métropole, à voir quelles seront la tendance de fond à moyen et long terme.
Voilà, en espérant avoir répondu à votre question, cher Raphaël. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'enchaîner donc sur le marché du Languedoc-Roussillon. Et je te laisse la parole, Clémence. Merci Simon. Effectivement, on va se concentrer maintenant sur notre belle région du Languedoc-Roussillon. Bon, on recontextualise un petit peu tous ces chiffres. Donc c'est la même présentation qu'au niveau national, mais ici local. Les mises en vente, les ventes, l'offre et le prix. Hein. On va recontextualiser ça, mais ça fait tout simplement écho à ce qu'on s'est dit au niveau du contexte national. C'est-à-dire qu'on avait le démarrage d'un cycle baissier en 2019, cette année 2020 très particulière avec la crise sanitaire, les élections municipales qui ont entraîné un ralentissement sur ce secteur aussi. Donc les mêmes enjeux, les mêmes éléments de contexte qu'on a dessinés au niveau national se sont appliqués sur notre territoire. Je ne reviens pas davantage sur les éléments de contexte sur les années précédentes, mais ça explique aussi cette tendance dans laquelle on se trouve. Et ça renforce d'autant plus, et ça rend d'autant plus marquant certains chiffres, et notamment le premier, celui des mises en vente. À l'échelle du Languedoc-Roussillon, on a effectivement une chute très importante des mises en vente en 2021. Hein, année où du coup on aurait pu imaginer, même si la pandémie ne nous a pas complètement quittés, mais qu'il y ait un regain d'activité ou en tout cas un retour, une reprise nuancée comme on a pu l'évoquer. Ici en fait on a encore un écroulement des mises en vente, moins 20% à l'échelle du Languedoc-Roussillon, avec seulement 3500 mises en vente en 2021. Voilà, c'est la troisième année consécutive que ça baisse, et puis c'est un niveau en fait qu'on n'a pas connu depuis plus de 20 ans. Donc voilà, on est à un niveau historiquement bas, une alimentation du coup historiquement basse du marché. Oui, excuse-moi Clémence, oui. Pour rappel, au niveau national, on est à plus 20 des mises en vente, tandis qu'en LR, on est encore plus faible qu'en 2020, donc c'est véritablement inquiétant. Oui. Et puis par ailleurs, si on se rappelle un petit peu des pics hauts qu'on a pu connaître, on était à 6 000, 7 000 mises en vente. Là, on le voit. Ça paraît très loin tout ça. Ouais, on en est très loin. Mais l'avenir peut-être nous préserve de belles choses. Au niveau des ventes, donc là je vais parler des ventes totales, on a quand même une petite amélioration portée par les ventes au détail, avec plus 26% de ventes. Là encore une fois, les volumes sont à relativiser puisqu'on ne retrouve pas nos fameux pics hauts qui avoisinaient également les 6 000, 7 000 ventes par an. Mais on a quand même ce regain par rapport à 2020. assez important, ce qui confirme ce qu'on s'est dit de nombreuses fois en 2021, en 2020 pardon, et en 2021, qu'en fait on est bien face à une crise de l'offre et non une crise de la demande. Les acquéreurs sont là, répondent présents, qu'ils soient des propriétaires occupants ou des investisseurs. On a des marchés qui sont demandeurs, qui sont réactifs. Donc les ventes qui reprennent un petit peu. En revanche, la déduction qu'on peut en faire assez facilement, c'est un écroulement du stock. L'effet ciseau entre une alimentation très faible du marché et des ventes qui sont dynamiques, nécessairement, on a une offre qui se réduit à peau de chagrin, avec 2700 logements qui restent en vente à la fin 2021, moins 34% sur le stock par rapport à 2020. C'est très peu, on frôle la pénurie. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce volume de logements de 2700 logements, en fait, même ce volume-là, quantitativement, il est de 2700, mais qualitativement, il ne répondra pas forcément à la demande des acquéreurs, encore une fois, qu'ils soient occupants ou investisseurs, c'est-à-dire en termes de typologie, de prix, etc. On va être aussi sur du stock qui qualitativement, peut ne pas répondre à la demande. Il faut... Pour donner un ordre d'idée, ça nous fera une transition avec la question du prix. Oui, sur le stock, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est que ce qui reste en stock, quelquefois, ce ne sont pas les meilleurs logements. Bon, je suis très schématique, mais que sur un stock très faible, il y a une grosse partie de ce stock qui ne répond pas forcément en termes de prix, en termes de géographie, aux acquéreurs. Oui. Complètement. Donc il faut raisonner quantitativement et qualitativement sur le stock restant.
Je fais simplement le lien avec le prix, hein, tu viens de l'évoquer. On a un prix qui continue d'augmenter fortement. Là, ici, on est stationnement inclus également en libre uniquement. On atteint 4 500 euros sur l'année 2021. On a pris effectivement 7% par rapport à l'année dernière, encore 7%. Et pour faire le lien avec le stock, comme on le disait, il y a 4 logements sur 10 qui sont à plus de 4 800 euros du mètre carré. Donc il y a aussi cet effet effectivement d'augmentation des prix et de contraintes sur les prix et notamment sur l'offre restante qui vient encore plus effectivement contraindre la fluidité du marché. D'accord, donc si je comprends bien, le stock est encore plus cher que ce prix moyen de 4 500 euros le mètre carré. Oui, il y en a une bonne partie qui est encore plus chère, qui peut expliquer aussi pourquoi il est encore en stock. Ok, constat alarmant en effet sur LR. Véritablement, on pourra en parler plus tard. Faut voir de quelle manière on peut redynamiser un petit peu ce marché et venir alimenter en offre nouvelle ce territoire-là qui connaît de très grandes difficultés. Hein. Ça fait, voilà, la métropole de Montpellier notamment fait partie des secteurs, des secteurs qui sont en situation de pénurie. Ok. Oui. Si on poursuit, on va rentrer effectivement dans le détail des différentes régions. La question qu'on peut se poser à l'échelle effectivement LR, c'est comment est-ce qu'on répond à la demande qui est pourtant bien présente et dans quelles conditions, comment. Alors si on rentre dans le détail, alors je vais d'abord vous expliquer un petit peu cette carte parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'en profite pour faire une petite parenthèse. À la suite, à la fin, quand on aura fini de parler, qu'on vous quittera, vous recevrez le replay en fait automatiquement. La plateforme vous enverra le replay, donc vous pourrez nous réécouter autant de fois que vous voulez, mais surtout peut-être regarder les chiffres à tête reposée. Ouais. Donc cette carte, on a nos différentes grandes régions. Languedoc-Roussillon. Et vous avez dans les ronds jaune-vert le nombre de ventes avec leur évolution par rapport à l'année dernière, à l'année 2020, pardon. Donc ça, c'est les ventes. Et ensuite, vous avez à côté le nombre de mises en vente, la tendance de cette mise en vente, toujours par rapport à 2020 ici, le prix 2021, et puis le dernier chiffre, c'est l'évolution du stock. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu le panorama de tout ce que présente cette carte qui, effectivement, a beaucoup d'informations. Alors, quand on va sur nos différentes régions... Excuse-moi, la question qui tient en haleine tous nos participants, c'est est-ce que les marchés secondaires ont été relais d'une croissance au ralenti de la métropole de Montpellier? Oui, tout à fait. Vous êtes là pour ça. Non, pour être clair, effectivement, le premier constat en fait, qu'on peut faire quand on descend d'un niveau, c'est le fait qu'en fait, les marchés secondaires, cette année, ont pris une place prépondérante dans l'activité de la promotion immobilière en 2021. Pour être clair, ça veut dire que l'alimentation du marché a été portée majoritairement par les marchés dits secondaires, donc Nîmes, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan, et non pas par notre région, par la région de Montpellier. 55% en fait des mises en vente ont été assurées, délivrées par ces marchés secondaires. C'est la première fois depuis un certain nombre d'années. Hein. D'habitude, les dernières années, on était plutôt autour de 40% environ des mises en vente sur l'ensemble des marchés secondaires, et puis une région de Montpellier qui portait beaucoup plus la dynamique. Ici, voilà, on voit, c'est la première fois depuis 2009, même si on remonte vraiment très, très en arrière, qu'il y a cette tendance-là, donc en fait, depuis très, très longtemps. Oui. Donc on retrouve cette tendance de la part des opérateurs à investir des marchés qu'il était un peu moins. Alors en fait, on va rentrer dans le détail de chaque région. Ce sont des marchés qui, en fait, confirment leur bonne dynamique, leur bonne santé, leurs besoins aussi, leurs besoins endogènes. Il y a un double effet. Il y a un effet, en fait, effectivement, en 2020-2021, de report un petit peu de l'activité, puisque on va le voir en se concentrant un peu sur la région de Montpellier, que l'activité a été très ralentie. Donc, il y a un effet report. Mais on va le voir aussi, ce sont des marchés qui, en tant que tels, fonctionnent bien. Voilà. Donc, on a quand même aussi une activité en propre sur ces marchés-là. Donc les besoins existent sur ces petits marchés-là ou ces marchés secondaires et rencontrent une demande finalement dès lors qu'on propose quelque chose sur le marché du neuf.
Oui. Si on rentre dans le détail, effectivement, sur la région de Montpellier, on a ici un niveau de vente qui augmente, hein, si on se concentre sur notre marché leader. On a un niveau de vente qui augmente avec plus 30%, 2500 ventes. Là, encore une fois, hein, c'est effectivement une augmentation qui semble importante, qui semble une belle augmentation. Toujours à relativiser encore une fois, hein, ce niveau de volume-là, il reste réduit par rapport aux années importantes qu'on a pu connaître. Donc toujours à relativiser ce volume, et notamment directement en lien avec les mises en vente. 1600 mises en vente sur la région de Montpellier en 2021, c'est très très peu. On est loin des pics effectivement qu'on a pu connaître en pic haut 2015-2017, qui est en baisse depuis, qui a atteint les 4000, 4500, 4000, 4200 mises en vente annuelles. Donc ici, on a vraiment un marché qui n'est pas alimenté, un marché sur lequel l'offre est très, très peu alimentée. Donc ça nous fait moins 40% par rapport à 2020, moins 46% par rapport à 2019. Donc on a vraiment là un ralentissement de l'alimentation du marché en termes d'offres sur la région de Montpellier. Et donc un stock qui est réduit d'autant, de près de moitié. On a moitié moins de stock aujourd'hui au sein de la métropole de Montpellier que l'année dernière ou en 2019. Oui, effectivement, on retrouve le même effet ciseau entre des ventes qui fonctionnent bien et une alimentation du marché qui est très faible. On a du coup un stock qui s'amenuise, qui s'épuise, hein, sur ce marché de la région de Montpellier. Là, on a moins 46%. Là, idem, hein, on ne va pas réussir avec ce stock restant à répondre à l'ensemble de la demande, à l'ensemble des acquéreurs. Et par ailleurs, autre effet, effectivement, autre facteur qui vient s'ajouter, c'est l'augmentation des prix. On reprend idem sur ce marché-là, plus 7%, sur la grande région de Montpellier. Si on se concentre sur la métropole de Montpellier en tant que telle, qui représente 90% en fait, hein, de la dynamique de marché de la région de Montpellier, la métropole de Montpellier, là a pris 11% hein, en prix. Donc on atteint des 4009, c'est un prix moyen. Donc effectivement, on voit sortir, on sait que ça a été discuté récemment dans différents événements avec la métropole, les promoteurs, etc. On voit sortir effectivement maintenant des prix à 5 000, 6 000 euros du mètre carré. Donc c'est vraiment un effet prix aussi qui commence à être très important sur la métropole de Montpellier. Si on regarde quand même maintenant nos marchés secondaires, sur ces marchés secondaires, on l'a dit, une activité qui se confirmait, qui était présente sur l'année 2021, donc 55% de l'alimentation des mises en vente du marché LR assuré par ces marchés qu'on appelle secondaires. Donc, bon, premier point quand même avant de rentrer dans le détail, il ne faut pas oublier que ce sont des marchés, alors secondaires, ça veut simplement dire qu'en fait, les capacités d'absorption de ces marchés, la profondeur de ces marchés, ne sera jamais celle, effectivement, de la métropole de Montpellier. Hein. Quand on dit qu'il y a effectivement un marché LR là, qui est beaucoup porté par les marchés secondaires, déjà, on les additionne. Et c'est aussi parce que la région de Montpellier, oui, effectivement, a été au ralenti. C'est pour ça que la part de l'activité a été majoritaire, portée de manière majoritaire par ces marchés secondaires. Donc leur profondeur de marché voilà, reste celle de leur capacité. Donc si on rentre un peu dans le détail, en termes de vente, on a des marchés qui répondent bien. Hein. On a des marchés qui confirment leur bonne dynamique. La région de Nîmes, Sète, voilà, ce sont des marchés qui roulent bien, qui sont toujours avec des marchés réactifs. C'est très marquant sur la région de Béziers avec plus 150%. Bon, là également, c'est à relativiser. On est sur des petits volumes. Et puis une année 2020 qui avait été très dure. Donc effectivement, on a cet effet waouh sur le 151%. Mais bon, on est quand même à 400 ventes. Puis sur la région de Béziers, une activité portée par d'autres communes que Béziers. Oui, on y reviendra sur l'alimentation de ces marchés-là.
Donc voilà, sur les ventes, on a des marchés qui sont assez réactifs en termes de vente et de manière assez, même plutôt stable en fait, hein. Sur les mises en vente, justement, sur l'alimentation de ces marchés-là, c'est ce qui nous intéresse aussi, hein, en faisant le parallèle avec la métropole. On a des marchés qui malgré tout, on sait, pour certains, étaient moins alimentés que l'année précédente, hein. C'est le cas de Nîmes, avec 500 mises en vente. C'est un peu moins que l'année passée. On a par contre certaines régions qui tirent leur épingle du jeu à ce titre-là. Je pense notamment à Sète, en fait, qui a été alimenté, donc 374 mises en vente, ça reste relatif au marché de Sète, mais ça a permis à la région de Sète de se recréer quand même un stock. En fait, hein, on voit qu'ici, le stock remonte. Donc, ça donne un peu d'air à ce marché aussi sétois sur l'année 2021. Voilà, ce qui est le cas aussi de la région de Narbonne. Par contre, effectivement, on voit que des marchés qui ont bien fonctionné et là où les mises en vente ont peut-être pas été suffisantes par rapport aux acquisitions, il y a aussi des stocks qui s'amenuisent. Je pense notamment à Béziers ou à Perpignan. Pour cette alimentation, là, on parle de région, mais en fait, il faudrait quasiment qu'on aille encore plus dans le détail. Par exemple, Nîmes, c'est très fortement porté par la métropole de Nîmes, bien sûr. Mais quand on parle, par exemple, de région de Béziers, ce qui est important de souligner, c'est que on voit qu'il y a un bon dynamisme. Attention, si on rentre un tout petit peu dans le détail juste sur ce marché, c'est effectivement une alimentation qui est portée par les communes littorales, hein. Donc, on va avoir un marché qui n'est pas du tout porté par Béziers, où là, ça reste vraiment assez atone comme marché. Mais par contre, on va avoir sur le littoral, Sérignan, Vias et bien sûr Agde, l'alimentation du marché de la région de Béziers portée vraiment par ces communes littorales. Attention, ça veut dire aussi que si on regarde nos différents marchés, on a des marchés qui fonctionnent bien, là où il y a un zonage Pinel aussi intéressant. Donc voilà, vous les connaissez, Sète, Nîmes, etc. Nos deux marchés où il y a ce zonage un peu moins intéressant pour leur dynamique de marché, c'est-à-dire Béziers et Narbonne, on est déjà dans des proportions un peu plus relatives, hein. Narbonne, ça reste un marché plus petit, qui a ses propres besoins, qui a ses besoins en alimentation aussi, qui marche bien, il y a de la demande. Mais bien sûr, on est sur des volumes qui sont un peu plus relatifs, parce que du fait de cette zone d'investissement qui est moins favorable aux investisseurs. Et donc pour Béziers, ici on voit bien que la répartition du marché, de la dynamique de marché, elle est faible sur Béziers et elle est plus forte sur les communes littorales où on a un zonage qui est un peu plus favorable. Oui, on ne vous l'apprend pas, hein, le zonage est très défavorable sur les communes B2, puisqu'il ne peut pas faire, ces communes-là ne peuvent pas profiter de défiscalisation. Donc quand on voit qu'à l'échelle de LR, les investisseurs représentent 62 ou quelquefois 66% du marché, ça veut dire que les opérateurs se coupent des 2/3 de la demande en logement neuf, ce qui explique que Narbonne ou la ville de Béziers ont aujourd'hui des marchés en situation critique. Alors, je ne vais pas commenter effectivement ce chiffre-là, ça me fait penser qu'à l'échelle LR, on l'a pas redit, mais vous l'aurez vu, on est sur une part investisseur à 64% qui est stable dans le temps. Donc on a effectivement des marchés qui dans l'ensemble sont quand même portés de manière assez importante par les investisseurs, ce qui explique aussi notre géographie. Au sein de chaque marché, différents marchés, notre géographie, hein, de l'alimentation et des acquisitions de logements, hein. On sait que voilà, à Nîmes, à Perpignan, les investisseurs répondent vraiment présents. On est à des parts, hein, qui sont importantes, à plus de 70%. Donc on est sur des marchés aussi où il y a cette demande endogène, ils fonctionnent en propre, donc notamment sur de la propriété occupante, hein, bien sûr plus fortement, donc sur Narbonne par exemple, mais sur les zones où il y a effectivement un zonage qui est favorable,
aux investisseurs. Les investisseurs ont répondu présent. Sur Nîmes, ça fait plusieurs années, ils confirment leur présence. Mais sur les autres communes également, notamment je pense à Perpignan hein, ou à Sète, où en fait on a des investisseurs qui ont répondu présent sur ces marchés, même si on les appelle secondaires, qui ont aussi du coup il y a une appétence sur ces marchés-là. Et Clémence, peut-on estimer qu'il y a un phénomène de report des investisseurs pouvant plus difficilement acheter en région de Montpellier vers ces marchés secondaires? Oui, alors dans une certaine mesure, en fait, comme on a de fait une alimentation qui est qui est bien moindre, pardon, sur la région de Montpellier, on a des investisseurs qui sont allés effectivement chercher des acquisitions sur les marchés secondaires, là où c'était alimenté, là où on avait effectivement des acquisitions intéressantes. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'en fait, ça nous fera la transition parfaite sur le prix, on a aussi des marchés secondaires sur lesquels les prix sont un peu plus abordable, un peu moins élevé que la métropole, et qui pour autant, avec des marchés qui fonctionnent bien, qui sont assez équilibrés, sur lesquels on trouve une demande. Donc en fait, pour un investisseur, c'est aussi intéressant d'aller regarder d'autres marchés et ces fameux marchés secondaires, puisqu'en fait, on a aussi une rentabilité qui est assez intéressante et qui est meilleure que sur la région de Montpellier parfois, avec ces niveaux de prix qu'on atteint. Peut-être effectivement sur les prix, pour faire le lien. Les prix augmentent partout, sans surprise. On ne vous apprend rien. Donc on a atteint ces fameux 4 500 € du mètre carré, stationnement inclus, à l'échelle de l'ensemble de LR. Si on le décompose un peu, on voit que c'est sur la métropole de Montpellier hein, qu'on a vraiment cette forte... ces prix qui sont... qui sont hauts, hein, en atteignant quasiment les 5 000 € du mètre carré stat inclus. Mais pour autant, sont aussi des prix qui progressent fortement sur d'autres régions, notamment Nîmes, qui a été un des marchés très dynamiques. Nîmes, pour vous donner une idée, c'est du coup 30% de l'activité de l'alimentation des marchés secondaires. Donc parmi les marchés secondaires, Nîmes, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan, Nîmes représente 30% de cette activité-là. Donc c'est le leader des marchés secondaires. Voilà, on peut faire un classement comme ça. Ça change quelquefois entre Perpignan. Il y a un petit peu de compétition. Ouais. Okay. Et donc Nîmes, effectivement, plus 7%, a pris plus 7% sur ses prix en 2021. C'est aussi le cas de Sète, qui a pris 7% aussi sur ses prix en 2021. Marché déjà très cher. Oui, voilà, qui continue d'augmenter. Pour les occupants, c'est on est à 4 300 € du mètre carré. On reste en dessous de 4 000 à Nîmes, mais ça continue de progresser. Et après, on a plutôt des prix qui continuent d'augmenter, mais dans des mesures moins importantes, moins impressionnantes, on va dire, sur les autres marchés. Béziers, Narbonne, ça reste autour de plus 2, plus 3%. Et Perpignan, idem. Donc en fait, on a un peu cette dichotomie en termes d'explosion des prix, mais qui deviennent effectivement qui sont des augmentations très fortes, aussi fortes que sur la métropole de Montpellier, en fait, en progression, sur les autres marchés, sur les marchés secondaires que sont Nîmes et Sète. Voilà pour vous livrer un petit peu tous les éléments qu'on peut se dire sur ce bilan 2021. Effectivement, en synthèse, pour répondre à cette question à laquelle je suis sûre, en fait, vous aviez certainement peut-être déjà la réponse avant notre échange d'aujourd'hui, mais à laquelle on va finir par... on répond finalement qu'effectivement, les marchés secondaires ont... porté à 55%, donc pour le rappeler, l'activité, l'alimentation du marché de la promotion immobilière à l'échelle LR, du fait notamment, cette part prépondérante, elle est du fait de l'écroulement, un peu de l'alimentation du marché de la région de Montpellier, du marché leader, qui donc représente 45% de cette dynamique. Toujours est-il que cet effet de report entre métropole et marché secondaire, c'est un élément d'explication, mais qu'on peut aussi dire que nos marchés secondaires ont un équilibre propre, une demande propre, et ont confirmé quand même leur bonne dynamique en propre, c'est-à-dire indépendamment uniquement de cet écroulement, de cet effet d'écroulement de la métropole de Montpellier. Donc leur dynamique a été meilleure
qu'au sein de la métropole de Montpellier. De fait, oui. A-t-elle été bonne pour autant ou dans la moyenne nationale? On a quand même des marchés qui s'en sortent plutôt bien à leur échelle, hein, avec des volumes qui sont ceux de leur marché, de leur capacité de marché. Mais on a, même si on retrouve quelques effets d'une alimentation moindre quand même sur un certain nombre de marchés, on a quand même des marchés sur lesquels les marchés sont demandeurs et les acquéreurs répondent présents. Les marchés un petit peu plus modestes ont une alimentation aussi qui a été assez importante, la région de Béziers, région de Sète, Narbonne. Et puis par contre, on retrouve quand même cet effet de moindre alimentation sur Perpignan et Nîmes, par exemple, sur lequel il faudra faire attention, notamment au vu, encore une fois, de la régression forte des stocks. Donc il faudra effectivement qu'on continue d'observer ces éléments-là. Ok. Alors du coup, si on se projette un petit peu en 2022, qui est déjà entamé, qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, vous le savez, et vous nous en voulez pas pour ça. Mais quand même, on a des éléments d'explication et des facteurs qui nous mettent un petit peu la puce à l'oreille sur la dynamique qu'on peut imaginer sur cette année 2022. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que, a priori, pour reprendre notre fil rouge de ce webinaire, a priori, la métropole de Montpellier devrait retrouver un peu de dynamique progressivement sur l'année 2022. Donc tu fais écho aux assises des territoires de la semaine dernière. Alors notamment, en fait, on a effectivement un marché qui a été très peu alimenté, on l'a vu ces dernières années et notamment en 2021. Et on a eu récemment, effectivement, les acteurs de l'économie ont eu récemment la participation aux assises du territoire qui était organisée par la métropole de Montpellier, présentée par Mickaël Delafosse, qui a fait des annonces, et notamment en termes de logement, 8000 logements qui devraient sortir en secteur aménagé sur 2 ans, dont plus de 5600 sur 2022. C'est assez important, il faut se rappeler que le PLH de la métropole, c'est 5400 logements par an à sortir. Ici, du coup, a priori, on aurait, ne serait-ce qu'en consultation sur l'année 2022, la totalité de la réponse aux besoins du PLH apportée par des secteurs aménagés uniquement. Donc ça, effectivement, il y a une volonté de donner un coup de pied au marché, de redynamiser ce marché. Donc c'est un peu le message politique qui a été porté. Donc ça laisse présager quand même une reprise de l'activité, là où on reste prudent. C'est pour ça qu'on indique progressive, qu'on reste un peu prudent. C'est évidemment que pour assurer sur un secteur, pour alimenter un secteur aménagé, il y a un enjeu de mise en œuvre opérationnelle, des consultations à sortir, des réponses à apporter, et toute cette procédure qu'on ne vous explique pas. Donc, il y a cet effet-là, et puis il y a encore quelques points à effectivement éclaircir. C'est des choses dont les acteurs ont pu discuter aussi hier soir au Lab IMO du Midi Libre. Mais il y a quelques points encore à éclaircir sur l'intermédiaire, sur le développement du BRS, etc. Toujours est-il que le message, il est plutôt positif. Reste à savoir, avec peut-être une petite interrogation quand même, une petite nuance, si ça va nous permettre quand même en 2022 d'avoir une réalimentation. Vraisemblablement, ça viendra plutôt réalimenter le marché en 2023, le temps que simplement les logements soient produits et sortent de terre. Donc sur l'année 2022, on devrait commencer à avoir une dynamique qui se dessine, mais ce sera effectivement plutôt une réalimentation qui nourrira 2023. Oui, donc si je comprends bien, les consultations qui arrivent dès 2022, finalement, auront pour effet une mise en commercialisation sur les marchés, probablement à partir de 2023. Oui. Ce qui interroge là aussi sur l'année 2022 et sur une progression et dans quelle mesure des mises en vente.
Oui, oui, tout à fait. On sait qu'effectivement, il y a là déjà des lots, hein, des consultations qui sont prêtes à être publiées, hein. Notamment l'aménageur public qui est la CERM a mis les choses en branle pour que ça sorte rapidement, parce que vraiment le message a été celui-ci, hein, à l'échelle de la métropole. Mais après, il y a un temps incompressible après de traitement de ces consultations-là et tout simplement de mise en chantier, hein, qui fait qu'on aura que ces logements sortiront de fait pas au premier semestre 2022. Donc le message est là, on peut en tirer une dynamique, un message plutôt positif sur la métropole, avec du coup cette nuance, en tout cas ce point d'interrogation sur la mise en œuvre opérationnelle et puis la projection que ça peut donner en termes d'alimentation pure et dure du marché sur 2022. Là où on reste positif aussi, hein, parce que c'est bien aussi d'être positif, mais bon, non, véritablement sur les marchés secondaires, on estime aussi que ce sont des marchés quand même qui sont, encore une fois, relativement équilibrés en tant que tels, qui devraient confirmer leur bonne dynamique. C'est-à-dire que ce qu'on se dit là, c'est pas simplement que si la région de Montpellier se redynamise, les marchés secondaires vont s'écrouler, ils vont plus intéresser personne, si je caricature un petit peu, mais vraisemblablement ce sont des marchés qui vont continuer d'être intéressants à les regarder, d'avoir une demande en propre, du coup qui devrait rester dans une bonne dynamique. Merci Clémence d'avoir répondu sans le savoir à la question d'Ingrid Bousquet. Eh bien, je vous en prie, Ingrid. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc on a une petite estimation. Alors encore une fois, ce sont des fourchettes, mais les mises en vente, on pourrait espérer remonter à des niveaux qui sont de l'ordre de 4000, 4500 mises en vente en 2022, pardon. Et puis des ventes aussi qui devraient reprendre un petit peu de couleur avec une augmentation pour atteindre 6500, 7000 en 2022. Oui, on ne parle pas de cycle haut, hein, on n'espère pas cela, mais on peut espérer un cycle médian, comme on pourrait dire, c'est-à-dire avoir atteint un point bas en 2020, en 2021, pardon, et remonter légèrement en 2022. Oui, une reprise un peu à mi-chemin entre 2019 et 2020. Bon, sur les prix, on va plutôt partager ce constat-là, cette idée-là avec vous qu'autre chose, que vous apprendre quelque chose. On a des niveaux de prix qui, a priori, continueront de grimper. C'est-à-dire que la question de la rareté du foncier, elle ne va pas être résolue de demain, hein. On a aussi des injonctions qui sont assez fortes sur la mise en place du ZAN, etc. On ne revient pas là-dessus. Et puis, d'autres facteurs d'augmentation des prix, que sont l'augmentation des coûts des matériaux, la RE 2020 qui se met en place, qui vraisemblablement vont continuer d'alimenter la hausse des prix sur 2022. Dans quelle proportion? A priori, ça risque d'être quand même encore relativement élevé. Ouais, donc les prix au mètre carré, mais aussi peut-être les enveloppes de prix unitaires pour certains logements, notamment je pense aux programmes qui souhaiteront être éligibles au Pinel+. Oui, tout à avec fait. des surfaces imposées de 45 mètres carrés en T2, 63 en T3, me semble-t-il. Donc qui devrait avoir pour effet de gonfler un petit peu les enveloppes de prix, peut-être de réduire le prix moyen au mètre carré, afin d'être cohérent avec les budgets de la demande. On observera effectivement, avec la mise en place du Pinel+, Super Pinel, nouveau Pinel, on l'a appelé, lui a donné beaucoup de surnoms. On observera aussi s'il y a effectivement un marché, un effet sur le marché, notamment sur les prix. Petit temps d'échange? Petit temps d'échange, oui. Il nous reste une dizaine de minutes si on veut tenir le timing d'1 heure sur ce format live, et pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes. Alors j'ai une question de M. Rioux. Quelle est la part du secteur aménagé sur la métropole de Montpellier?
Oui, c'est effectivement une bonne question. Ça fait écho à ce qu'on s'est dit sur les assises du territoire, avec une alimentation du marché là, portée par le secteur aménagé sur la métropole de Montpellier. Alors sur la métropole de Montpellier, effectivement, il y a un côté historique hein, Oui. sur la maîtrise du foncier qui a permis en fait d'avoir une alimentation, donc des mises en vente du marché qui ont été portées c'est la fin du live. Pardon. Pour moitié par les secteurs aménagés, hein, sur des périodes comme autour de 2003, plus récemment aussi hein, autour de 2016-2018. On était à plus de la moitié. Part très importante, hein, si l'on compare aux autres métropoles. Historiquement, tu l'évoquais, depuis, on va dire, l'époque fraîche, la faculté à fabriquer de la réserve foncière à Montpellier est très importante. Et je crois que c'est aussi la volonté de Michaël Delafosse de continuer cette tradition-là. Donc le 50% que tu évoques, c'est très élevé. Oui, on n'est pas du tout, si on regarde du côté de nos voisins toulousains, hein, qu'on salue, même s'ils ne doivent pas regarder le live sur Languedoc-Roussillon, peut-être. En tout cas, on est sur des parts bien inférieures. Hein. C'est vrai que c'est une particularité de la métropole. Bon, toujours est-il que si on regarde les dernières années les plus récentes, cette part a quand même baissé de manière conséquente. On est en 2021 à 34% des mises en vente assurées par le secteur aménagé. C'était le cas aussi en 2019. En 2020, on était autour de 40%. Donc voilà, si on tire un trait effectivement sur les trois dernières années, on est à 35-40% porté par le secteur aménagé. C'est à peu près les mêmes proportions hein, sur les ventes de fait. Ok, et si je comprends bien par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, cette part devrait fortement progresser, au moins à partir de 2023. Oui. A priori, c'est-à-dire que là, les annonces qu'on a à ce stade par la métropole de Montpellier, c'est une alimentation forte hein, par le secteur aménagé, donc de consultations qui vont sortir là dès maintenant, hein, donc vraiment une alimentation forte du marché par le secteur aménagé. Et puis on a cette question du diffus qui est quand même toujours en point d'interrogation, hein, alors avec la volonté quand même de la métropole de Montpellier de pouvoir donner des secteurs à enjeu en fait, hein, dans ce qui s'appelle dans le diffus, pour donner quand même un petit peu des règles et pouvoir maîtriser ce qui se passe aussi en diffus, plus vraiment travailler uniquement à la parcelle, mais pouvoir avoir une vision un peu plus globale pour proposer des projets un peu plus globaux. Mais du coup, on n'a pas encore de réponse très claire, d'autant plus en l'absence d'un PLUI encore rénové, qui devrait sortir plutôt en 2024. Mais c'est une volonté aussi de la métropole de travailler ce sujet-là. Bon, pour l'instant, on n'a encore pas de réponse. A priori, le diffus resterait très maîtrisé, comme on l'a connu en 2020 et 2021. Donc la part du secteur aménagé devrait effectivement reprendre des couleurs. Merci Clémence. D'autres questions? Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Il nous reste 4 petites minutes. Je propose de balayer une première question rapidement. Quelle évolution prévoyez-vous sur la région de Béziers en matière de dynamique comparée entre le littoral et le reste de la zone, dont Béziers-Ville? Donc on l'a évoqué, Béziers, c'est le point mort, c'est du zonage B2. Pour une question politique, aujourd'hui, en tous les cas, les chiffres nous font dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Béziers. Ça peut évoluer naturellement, mais le zonage est clairement défavorable. Donc on imagine une évolution dans le sens de celle constatée aujourd'hui. Avec un EPCI quand même qui a vraiment des arguments positifs en termes notamment de dynamique économique, qui arrive à attirer des entreprises, qui arrive à attirer l'implantation de nouveaux emplois. Donc il y aura une petite demande endogène malgré tout, mais vraisemblablement on aura quand même cette dichotomie avec un zonage plus ou moins favorable aux investisseurs. Oui. Ok, et donc une dernière question. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on pourra revenir vers vous dans un deuxième temps après le live. Madame Leblanc, donc bonjour, quelle est l'actualité sur le BRS en Occitanie? Bien, bonne question. Bonne question. Alors le BRS, on l'avait commencé à l'évoquer l'année dernière hein, déjà. Alors en Occitanie, ça a démarré. À l'échelle Languedoc-Roussillon, pas encore. Donc on est
un petit peu en retard, entre guillemets, par rapport à des voisins côté PACA, par exemple, en LR. C'est-à-dire qu'on a l'annonce là d'un projet en BRS qui a été annoncé sur la métropole de Montpellier, qui devrait sortir, donc la première opération en BRS. On sait toutefois qu'il y a quand même des OFS qui sortent là, sur Languedoc-Roussillon et des projets donc, qui devraient commencer à émerger dès 2022. Donc on a la métropole de Montpellier qui a son OFS agréé, et puis on a aussi d'autres acteurs, bailleurs sociaux, qui sont en cours d'agrément ou agréés, on ne va pas tous les citer, Erilia, FDI, SA Patrimoine, les chalets, bien que les agréments en fait sont à l'échelle régionale, donc Occitanie. Pour autant, on a des acteurs qui vont rester du côté Midi-Pyrénées, notamment les chalets, qui eux ont démarré avec aussi la coopérative des premiers programmes en Occitanie, en BRS. On a comptabilisé environ 7 programmes en 2021. Donc on a à peu près 130 logements qui sont sortis en Occitanie à fin 2021, mais uniquement portés par Midi-Pyrénées. Donc en Languedoc-Roussillon, on espère que ça va démarrer cette année. Sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, à fin novembre 2021, à l'échelle France, on a environ 2000 logements qui sont commercialisés en BRS. Voilà, à fin 2021. Donc ça devrait vraiment prendre une autre dimension dès cette année, dès 2022, et y compris, on l'espère, pour notre région. Oui, sans aucun doute, surtout sur des niveaux de prix en moyenne à l'échelle nationale inférieurs de 40 à 45% par rapport au segment libre. Donc certes pour une acquisition en démembrement de propriété, mais en tous les cas sur des enveloppes de prix unitaires très intéressantes. Il est 10 h tout pile. Je vous propose de nous en arrêter là.